Hello Jedi, comment tu vas? Je vais très très bien et toi? Ça va super. Là, tu es en Belgique, je suis à Paris. De toute façon, le temps est équivalent des deux côtés de la frontière. J'ai l'impression qu'il fait moche partout. Toi aussi? Ouais, il fait dégueu ici, Toi, ouais. il neige dehors. Et les gens commencent à en Ouais, avoir marre de toujours. ton fond. Je sais pas si Dans t'as les vu. commentaires, on me demande change de fond. Après, tu vois, le cycle, il est presque. Il a fait sa boucle, hein, là. On est bientôt à Noël, c'est bon, là. Je dois le Bientôt Noël. remettre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Mais de toute façon, oui, il faut aussi qu'on parle de ça en privé. C'est ce fameux fond qu'on doit faire sur mesure pour faire un spot. J'ai vraiment envie qu'on en ait un. Tu veux vraiment faire un Euh, fond? Bon, ben, ouais, on va le faire. on On va aller accélère regarder là-dessus, alors. sur. Et on Ok. parlera de comment ce qu'on fait pour faire un fond sur Zoom qui a de la gueule. Alors, c'est pas une intro très très folle, tu vois, mais l'autre jour j'écoutais un podcast avec Naval et Balaji qui date de juillet. Et Naval, à la fin du podcast, on lui demande, selon vous, qu'est-ce que vous espéreriez voir le jour dans le monde, dans la tech, etc. Quelle est, selon vous, la meilleure action qu'on pourrait prendre pour changer le monde? Mhm. Et puis du coup, tu as Balaji qui parle de ses CryptoCity, comme d'habitude. Et Naval dit un truc, et c'est un truc auquel j'avais déjà pensé. J'avais même fait un tweet là-dessus, alors justement à l'horizon de Noël, il y a quelques années. Et en fait, c'est un tweet sur... alors lui, il n'a pas parlé de Jeff Bezos, mais moi, en l'occurrence, j'avais fait un tweet à Jeff Bezos en lui disant, Monsieur Jeff Bezos, est-ce que ce serait pas une super bonne idée de airdrop soit une collection de livres que vous trouvez intéressante, soit des tablettes avec préinstallé dessus Khan Academy. Khan Academy, c'est un espèce de cursus scolaire pour les enfants, et pas que pour les enfants d'ailleurs, on en a déjà parlé dans quelques podcasts. Mhm. Est-ce que ce serait pas génial de airdrop ça, sachant que vous avez les adresses de tous les jeunes du monde en théorie, ou en tout cas de tous les parents qui ont des enfants, etc., en fonction des achats qu'ils ont pu faire sur Amazon, vous savez dire s'ils ont des enfants ou pas. Quoi qu'il en soit, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de airdrop des tablettes partout dans le monde? Ce serait une œuvre caritative, ok, ce serait de l'argent entre guillemets perdu, mais je trouve que, tu vois, le type, il a quand même un leverage, c'est que aujourd'hui, du jour au lendemain, un peu comme, peut-être d'ailleurs comme Facebook, Instagram, etc., il pourrait airdropper des tablettes avec Khan Academy installées dessus et concrètement apporter tellement de plus-value à l'éducation des jeunes dans le monde entier par rapport à, un jeune qui doit se lever, aller à l'école et suivre le cursus scolaire classique, tu vois. Et je me suis dit, putain, t'imagines la force du type. C'est pas possible qu'on lui ait pas déjà proposé, c'est pas possible qu'il n'y ait pas déjà pensé. Et je Ouais. me demande si un jour on va voir ça, nous, genre un jour, les enfants de Noël recevront un cadeau du Père Noël Jeff Bezos. Je trouverais ça génial en vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Après, je sais que toutes ces boîtes-là, elles ont des fondations à côté, très souvent. Je sais pas si Jeff Bezos en a une, je sais pas si Amazon Ouais, a une fondation, mais Facebook en a une, etc. Et donc, ils essayent de faire de la philanthropie et aider le monde à leur façon, grâce à leur fondation. Et je pense qu'ils essayent de pas trop mélanger, même si certainement il y a une partie de l'argent de la fondation qui doit provenir d'Amazon, tu vois. Mais je Mhm. pense et peut-être qu'ils utilisent même une partie de l'infrastructure d'Amazon, mais je pense qu'ils veulent quand même pas mélanger les deux types de trucs. Et je me dis, il a dû y penser 1 million de fois certainement à ce genre de choses. Et tu vois, ils ont dû peser le pour et le contre de chacune des idées et se dire, bon, bah, en fait, faire autre chose, bah, c'est plus intéressant que de faire ça, tu vois. C'est vrai que l'idée, en tout cas, le fait de savoir qu'il a le pouvoir de faire ça, c'est incroyable. C'est vrai qu'il a le pouvoir de maintenant t'envoyer un gift, il peut gifter toute sa base de données de clients. Et c'est incroyable. On est d'accord, quoi, Et ça peut être là-dessus. juste un livre life-changing, tu vois. Il pourrait envoyer Ayn Rand à tous les enfants, et les enfants vont lire ça comme un roman, et en fait, il les a matrixés dans un monde qui correspond plus à ses valeurs à lui, tu vois. Et Mm, mm, c'est un peu comme si l'Église, il y a quelques siècles, avait envoyé une Bible à tous les gens. Concrètement, c'est ce qui se passait via les églises locales, tu vois. Mais si l'Église, mm, en tant qu'institution, avait pu envoyer une Bible à tous les gens, à tous les croyants, mm. Mm. t'imagines, enfin, tu vois, genre, je sais Incroyable. pas, je trouve ça génial. La force du leverage, Ouais. la force d'un pouvoir avec un effet de levier, c'est extraordinaire. Et donc voilà, Ouais. c'était la petite intro. T'as quelque chose à me raconter, toi? Semaine chargée en NFT encore une fois. Beaucoup d'achats de NFT et apprentissage comme d'habitude. C'est que plus on a de l'argent, plus on fait de profit, plus on fait de conneries. Et je me suis retrouvé ces 10 derniers jours à démarrer d'un portefeuille avec une vingtaine de NFT à un portefeuille à presque 60 NFT. Mhm. Et sachant que les 40, les 30-40 NFT de différence que j'ai achetés
ces dernières semaines, ces derniers jours de façon un peu bébête, Compulsive? bah, en fait, la majorité sont un peu c'est de la merde, quoi. Genre, ils sont pas ouf et en fait, c'est simple, quand tu as pas trop d'argent, tu fais de la due diligence parce que tu veux allouer ton capital de façon smart et quand tu vois que tu fais un peu de profit et tout, tu commences à faire des conneries, à acheter des trucs à la con et je me suis retrouvé à acheter des trucs à la con sans analyser le projet, simplement faire une due diligence, comme il se doit, même si elle peut pas être, exceptionnellement bien faite, mais au moins la faire, quoi. Je me suis vu mettre de l'argent dans des trucs, que j'aurais jamais fait Si si tu avais dû je compter, devais quoi. faire attention. Ouais, voilà, c'est Ouais. exactement et donc ça me fait chier et en même temps je me dis: «Bah, prends ça comme apprentissage» et en même temps il y a une balance à avoir parce que peut-être que le fait de pouvoir sauter dans des projets assez vite sans trop réfléchir, ça te permet, bah, de tomber sur une perle rare que tu aurais pas pu voir. Mais, mais bon, ça fait un peu chier, quoi. Donc il y a juste ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques Ethereum qui sont passés pour des trucs un peu bidons. Hem et non, il y avait ça. On a parlé dans un des podcasts des boîtes, des startups en Europe qui, font des Gopuff-like, donc c'est des services de Mmh. livraison de bouffe. Hem et j'ai découvert la semaine passée, enfin, j'ai vu sur les réseaux sociaux la semaine passée que DJ vient de se faire racheter par GoPuff. Donc ils ont fait un exit en moins de 8 mois. C'est-à-dire que DJ était un des fameux compétiteurs en Europe avec Gorillaz, avec Kaju et tous les autres. Et là, ils viennent de se faire racheter par GoPuff. GoPuff a fait cet achat simplement pour l'extension qu'ils veulent avoir en Europe, l'expansion qu'ils veulent avoir en Europe. Ils ont pas énormément encore de poids en Europe. Sont, 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 sont monopolistiques aux États-Unis, mais pas encore en Europe. Et du coup, bah, assez naturellement, ce qu'ils font, c'est des rachats de boîtes ici en Europe. D'ailleurs, beaucoup de boîtes qui ont lancé des GoPuff-like en Europe savaient que un des moyens de faire de l'argent rapidement quand tu fais ce genre de boîte, c'est bah, de te faire racheter assez vite. Bon, bah, DJ apparemment a réussi en moins de 8 mois. Je suis assez, je me suis dit bingo, bravo, Tu bravo à penses eux. que ça se passe comment ce genre de deal? C'est du cash ou c'est de l'equity chez GoPuff ou c'est un acquire? C'est quoi? Je sais pas, ça doit être, au cas par cas et il doit peut-être y avoir un peu de tout ça, je sais pas. Je suppose qu'il y a du cash qui instantanément sur la table pour les founders, plus, des parts dans GoPuff et je pense que ça doit être ça, tu vois? Hmm. Je pense, enfin, mais ça dép je j'ai pas je sais pas exactement, mais ouais, je pense que ça doit être ça, quoi. Ça doit être alléger les fondateurs, psychologiquement, les alléger un coup et par exemple, acheter la moitié de leurs parts, en cash instantanément et puis peut-être revert l'autre moitié des parts en parts GoPuff, tu vois? Peut-être, qui sait, Hmm. tu vois? Mais je pense qu'en tout cas, il doit y avoir du cash de suite pour les founders histoire qu'ils soient peace, quoi, qu'ils soient cool. Hem, mais donc voilà, en moins de 8 mois, la boîte s'est fait racheter. C'est propre. Tu connais le montant du rachat? Non, on connaît pas le montant du rachat, j'ai regardé, je sais que GoPuff a levé 1 milliard avec, SoftBank récemment. Justement aussi pour une envie de faire des acquisitions hors, États-Unis pour un peu, pouvoir, s'immiscer un peu partout dans le monde. Mais j'ai pas le montant. Non, c'est pas public. Ok. Donc voilà, et donc voilà et moi personnellement, j'utilise, ce genre de service sur Paris et je suis ravi, je suis grand fainéant. Je me posais la question, tiens, quelle boîte bizarre quand même, quel modèle bizarre, tu vois? De se dire: «Je vais dédier ma vie à faire gagner 5 minutes, dans la vie des gens par rapport à leurs courses». Mais en vrai, c'est plus profond que ça, quoi. Tu de réinventer, un modèle, tu essaies de réinventer une industrie, donc c'est tout à fait honorable. Mais en tout cas, moi, en tant que consommateur, bah, je suis bien content des services. Je me fais livrer mes courses, très rapidement. Ils respectent à chaque fois leur deadline. Quand c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Moins de 10 minutes, tu as tes courses chez toi, quoi. Qu'est-ce C'est qui se passe propre. si s'il dépasse, il y a une remise, enfin il y a un bon d'achat, c'est quoi? Je sais pas, ils doivent, certainement, adapter ça à chaque fois et en fonction du stade où ils sont, ils doivent certainement adapter ça, tu vois? C'est comme Deliveroo, s'ils sont en retard, ils vont pas te rembourser, tu vois? Hmm. Si par exemple la bouffe elle est froide, ce genre de choses, Hmm. tu peux demander un coupon, ce genre de choses, un remboursement. J'entends beaucoup parler de SoftBank et non pas dans mes réseaux personnels ou sur Twitter, etc. Enfin si sur Twitter, etc. bien sûr, tu vois, donc ça fait 2, 3 semaines que j'achète
FT, Financial Times. Ouais. Et tu sais quoi, les deux sujets qui sont revenus dans les journaux que j'ai achetés à chaque fois, j'achète les Financial Times du week-end, à chaque fois c'était la crypto et les aléas de SoftBank Mhm. enfin, qui est dans des plans bizarres que je suis incapable de réexpliquer ici. Et c'est marrant que ces deux sujets qui sont quand même des sujets de... Enfin, SoftBank, c'est pas vraiment de niche, mais par exemple, la crypto, c'est de niche. Que ce soit repris dans des journaux mainstream comme ça, pour moi, ça veut dire qu'il y a, Bah, c'est moins niche, il y quoi. Là, a... maintenant, on sort un peu de la niche quand même. Aujourd'hui, c'est drôle. J'ai eu des appels. J'ai eu 3 appels aujourd'hui avec des gens totalement random en France. Et sur les 3, il y en avait 2 qui savaient ce qu'était un NFT, quoi. Ils avaient lu alors, c'est des gens qui sont pas du tout là-dedans. Tu vois, j'ai quelqu'un qui est dans l'ésotérisme et quelqu'un d'autre qui travaille dans une boîte de télécom. Et les 2 connaissaient la crypto depuis quelques mois maintenant, ils commençaient tout doucement à s'intéresser à la crypto et les 2 mais s'intéresser de loin, genre, tu vois, comme toi, à lire dans un enfin, comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire lire ça dans un journal, voir un truc Hum. passer à la télé et les 2 avaient entendu parler des NFT il y a un peu plus d'un mois, tu vois? Et avaient compris c'était quoi un NFT et comment ça fonctionnait. J'étais là en mode: «Putain, c'est qu'on est loin on est sorti de la niche, quoi, c'est bon maintenant, c'est Ouais. non, non, c'est dans les D- gros» d- ouais. D'ailleurs, c'est tellement obvious que, en gros, DeFi, enfin tous les protocoles DeFi, toutes les cryptos, c'est très nerdy et c'est très difficile de marketer ça. Par contre, un NFT, les gens pigent directement l'utilité du truc, ou en tout cas l'intérêt du truc. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens l'épisode passé, on parlait du play to earn comme moyen d'acquisition pour des Mmh. protocoles défis derrière, ou en tout cas pour des services financiers derrière. Euh, les NFT, c'est la même chose. C'est aussi un Mmh mh. moyen d'aller toucher la masse. Et c'est direct. Et le marketing est beaucoup, beaucoup plus simple, beaucoup plus obvious. Et donc, en effet, ça ne m'étonne pas que les gens entendent parler des NFT. Moi, c'est marrant parce que j'ai posté l'autre jour une story sur Instagram avant que je me restreigne, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, je vais essayer de me restreindre parce que je postais de la merde trop souvent. Enfin, pas de la merde, mais des trucs qui servaient à rien finalement et qui me donnaient un petit peps de pseudo-intelligence finalement que ça veut rien dire. Donc c'était un défocus pour moi. Du coup, je m'interdis ça à partir de maintenant pendant 30 jours. Ça, c'est mon défi un peu à la rage autodisciple, tu vois. Genre 30 jours sans poster de story Instagram. Télécharge Waouh. Opal, télécharge Opal. Je sais Ouais, pas il faudra si que nous en l'app parle Opal. d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et du coup, j'avais posté une story sur les NFT et il y a une meuf qui travaille dans le conseil qui m'a répondu: Ah, maintenant j'ai compris ce que c'était les NFT, etc. J'étais là, mais what the fuck, c'est quoi un NFT pour toi? Elle m'a dit de la merde, mais j'ai rien dit. J'ai dit: Ah, ok, d'accord, c'est cool. Mais n'empêche, tu vois, les gens en entendent parler et en fait, elle en avait entendu parler dans un dîner, ils étaient en province, donc c'est vraiment pas un truc de parisien, quoi, tu vois. Même en Mmh France, mh. ça se disperse relativement bien. Donc, Mmh, hyper mmh, mmh. intéressant. Tu veux que je commence par un petit sujet? Si tu veux, vas-y, vas-y. Vas-y, Ou attends, bien je tu as un préparerai truc en les rapport avec les boîtes. NFT? Non, pas spécialement. Non, non, pas du tout. Donc vas-y, vas-y. Ok. Alors moi, je vais te parler de Creator Cabin. Alors tu sais, enfin on sait, l'audience sait qu'on adore le concept de Tiny House. Creator Cabin, c'est un réseau de cabines, donc de Tiny House de créateurs, qui a levé des fonds via le protocole Mirror. Vous pouvez aller voir, c'est via mirror.xyz ou mirror.xyz, j'ai oublié. En gros, c'est un médium décentralisé donc sur lequel tu peux organiser des levées de fonds, par exemple. Il y a un film qui a levé 5 millions de dollars, je pense, un truc comme ça, en ETH pour décrire en fait l'ascension d'Ethereum et pour décrire en fait, enfin pour expliquer au grand public ce que c'est Ethereum, l'histoire de Vitalik, etc. Bref, Un peu ça a le été fait via, Kickstarter, le voilà, crowdfunding, ouais, de la crypto, quoi. voilà, c'est ça. Mais c'est un truc un peu d'intello, un peu élitiste, etc. Et du coup, eux, ils ont levé 50 000 balles, donc plus ou moins 20 ETH, pour louer leur cabine pendant un mois à 12 créateurs. Et en fait, tout leur pitch, c'était de dire, on est en train de créer le premier nœud, donc la first node, de ce que seront les decentralized cities dans quelques années. Et vu qu'on en parlait des decentralized cities à l'épisode précédent et celui d'avant encore, je trouvais ça intéressant d'avoir un exemple concret de, OK, d'accord, voilà à quoi ça pourrait ressembler la première étape. La première pierre à l'édifice, c'est quoi? C'est des gens qui ont des tiny houses, qui veulent en construire tout un réseau de tiny houses dans le monde entier
pour pouvoir avoir accès à la tiny house, tu vas devoir être détenteur du token Mhm. créateur cabine. Et ensuite, ils se brandent en disant, bah, en fait, nos terrains, nos tiny houses, etc., ce sont juste des assets. Quelque part, c'est notre hardware à nous. Mhm. Et en fait, vous avez accès au hardware en détenant le token. Enfin, tu vois, je trouvais ça intelligent et je trouvais ça un peu novateur aussi. Alors, il y a sans doute un peu de froufrou là-dedans, tu vois, genre, ouais, c'est un truc de jeunes riches qui veulent se mettre, des jeunes créateurs qui veulent aller se mettre à la campagne pour réfléchir à des trucs. Mais probablement que c'est une ébauche de quelque chose qui sera beaucoup plus généralisé dans quelques années. Et je voulais en parler dans le podcast. Et en parallèle, vite fait de mentionner deux autres petits projets, justement par rapport au Tiny House. Il y a c'est un site web qui s'appelle epicmonday.com qui liste, en fait, c'est une espèce de Pinterest de toutes les tiny houses sur lesquelles tu peux trouver des tiny houses qui te Ok, plaisent en fonction du style, etc. Vraiment un nice. truc tout simple. C'est Ariel qui me l'a envoyé. Big up Ariel. Et dans le même genre, j'avais trouvé Duelito à l'époque, dwellito.com. Et là, c'est pareil, c'est un peu plus moderne, un peu plus classe, un peu plus en mode, je sais pas, c'est plutôt une expérience premium où tu peux voir le type de tiny house que tu aimes et les commander directement sur le site web. Je pense que tu peux les commander directement sur le site web. Et tu Donc voilà, peux, c'est. la Epic Monday, apparemment, tu peux carrément acheter des tiny house, si je comprends bien. Alors, je ne sais pas s'ils font juste de la lead gen pour des boîtes qui derrière vendent des tiny houses ou s'ils font toute l'expérience on-site. J'ai pas poussé le vice. Je trouvais ça juste bien cette histoire de feed en fait de tiny house. Je trouvais ça pas mal. Ouais, Vu que tout le monde tout le monde y pense, tout le monde cherche des tiny house partout, etc. ouais, ouais, ouais. Là, en gros, ils te montrent tous les sites de tiny house possibles et imaginables et en fonction des régions où elles se trouvent, etc. Ok, parce qu'apparemment, si je comprends bien, tu peux comparer les manufactureurs et tu peux booker en fait de te faire construire une tiny house, soit de chez toi, soit t'en acheter une qui vient d'être fabriquée, tu vois. C'est stylé, hein. Putain, il y a des tiny house, frérot. Il y en a une là, elle déchire en Estonie, 38 000 balles, fin fond de la neige, là, un petit tiny house, c'est stylé. Euh, Sont stylés là. Ok, ok, ok. Truc cabine dont tu as parlé, je connaissais ce truc. En fait, j'avais parlé avec un des mecs qui a créé la DAO. Et à l'époque, il m'avait demandé de relayer un peu partout sur des Discord, sur Twitter. Donc, j'avais fait ça pour lui. Et puis, j'avais découvert qu'un des mecs qui faisait ça, c'était un ultra woke. Et ça, je pense qu'on peut en parler. Mais Il va falloir j'ai qu'un fait un jour on en tweet. parle de ça. J'ai fait un tweet la semaine passée de est-ce qu'il faut décorréler genre tes convictions de vie et politique avec, avec en fait de un, tes investissements et le fait d'utiliser certains outils. En fait, j'avais fait un tweet par rapport à ça, c'est parce que maintenant, je refuse catégoriquement d'utiliser certains outils dans la crypto qui sont très utiles, qui sont très bien faits, juste parce qu'en fait, les fondateurs sont à Des gros l'extrême woke. opposé de ce que je pense. Et je me dis, putain, mais est-ce que je suis fou? Est-ce que c'est normal? Enfin, genre, est-ce que le fait de faire cette connexion et de me priver, à ce point-là pour ces convictions-là, est-ce que c'est quelque chose est-ce que je suis le seul à faire ça? Ou est-ce qu'on est plusieurs à faire ça? Donc j'avais fait un petit tweet. En fait, je me suis rendu compte que la moitié des gens qui avaient répondu, à ce truc, font la même chose que moi. Alors j'étais étonné. Oui, mais c'est toujours comme ça. J'aurais, bien aimé avoir les noms parce qu'en fait, c'est anonyme. En plus, la petite poule, elle est anonyme. Donc j'aurais Hmm. bien voulu savoir qui étaient les personnes dans mon réseau qui pensaient comme moi. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir leur parler et d'échanger là-dessus. Mais donc voilà, donc, mais sinon, avec plaisir, en fait, j'avais partagé avec plaisir leur truc. C'est juste que je sais qu'il y a un des deux, un des cofondateurs de cette DAO, que genre, je peux pas le blairer sur Twitter, donc je l'ai bloqué carrément. Parce que genre, ouais, c'est genre, je crois que je l'avais mute ou je l'ai bloqué, un des deux, tu vois, mais c'était pas Euh, possible. Mais, pareil. mais en tout Ça cas, c'est m'arrive vrai que souvent. le projet était assez cool et c'est vrai qu'il était mis en avant d'une façon économie circulaire, tout le bordel. Mais par contre, l'idée était trop bien, quoi. L'idée était trop Hmm. bien. Et ça en revient à ce qu'on a dit dans l'épisode précédent, pour ceux qui ont pas entendu. C'est en fait, tu pourrais donner accès à une zone géographique en échange du token de gouvernance d'une organisation, en fait. Et plein d'autres perks possibles. Et donc, c'est très bien fait ce qu'ils ont fait.
Je connaissais pas ce truc-là de Epic Monday. Je vais mettre ça de côté, ça a l'air plutôt cool. Ça a l'air Ouais, chouette. ouais, je suis en train de regarder Location Europe, mais j'ai l'impression que c'est juste, tu vois pas, en fait, c'est pas des tiny houses qui sont à vendre avec le terrain, etc. C'est juste des images c'est juste des images de réclame, quoi. Tu vois, putain, j'utilise des mots de vieux, là. C'est C'est juste, sûr que tu peux pas. Ah oui, non, c'est vrai, c'est des c'est images qui renvoient vers le ouais. manufacturer. Ok, ok, ouais, je comprends mieux, je comprends mieux. Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Par contre, c'est génial parce que tu te rends compte qu'il y a énormément de manufacturers Ouais, qui font des trucs qui ont vraiment de la gueule, quoi. Hein, tu vois. ouais, ouais. Bah après, t'as des noms qui reviennent, mais c'est vrai que t'as des manufacturiers qui font des trucs stylés, hein. Et je trouve pas ça si cher que ça, tu vois. Enfin, je me dis, Non. Là, là, avec j'en vois une. Ouais. là, je peux revendre un de mes NFT et me prendre une tiny house. En vrai, en vrai, en vrai. Tu vois, c'est Putain, putain, mais fais-le. Fais-le. c'est stylé. Bah, je me Faut dis, le tu vois, terrain si qui va c'était avec. ouais, voilà, tu vois, il y a tout ça et bon, je sais qu'il y avait des gens, on avait fait un podcast avec, un épisode, qui parlait de tiny house et du coup, il y avait des personnes qui m'avaient envoyé un message pour m'expliquer comment un peu ça marche en Belgique, mais j'avais pas creusé en plus, mais ils m'avaient un peu expliqué comment ça fonctionnait. Mais bon, en tout cas, encore une fois, une ressource à mettre de côté et un jour, je m'y mettrai, pour cette histoire de tiny house. Et je crois que cette année, je retournerai à la tiny house dans laquelle j'étais l'année passée. Tu sais, je t'avais parlé, enfin l'année passée, Mhm. j'avais vraiment, vraiment bien aimé. Je pense que je vais refaire ça cet hiver. Je pense que je vais refaire ça cet hiver. Hem, OK, OK, OK. Moi, j'ai une boîte, si tu veux, je te parle de quelque chose. J'ai une boîte que j'ai découvert récemment et alors, j'ai commencé un peu à creuser ce qu'ils font et en gros, c'est quoi? Comment je les ai découverts avant tout? Je les ai découverts sur TikTok. Donc je scrolle beaucoup, 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 beaucoup sur TikTok. Je suis un peu addict à TikTok et du coup sur TikTok, des fois, je trouve des produits, des boîtes du coup, je tombe pas amoureux du truc parce que certainement, si je suis tombé amoureux sur TikTok, c'est qu'ils sont devenus viraux sur TikTok et donc je regarde un peu, j'essaie de faire un peu du retro-engineering et en gros, qui ils sont, ce qu'ils font et comment ils font ce qu'ils font. Et en gros, je suis tombé sur une boîte qui s'appelle Hustle Drops. Je sais pas si tu en as déjà parlé ou pas du tout. Non. Tape sur Google, Hustle, donc comme Hustle, Hustle, drops.com, hustledrops.com. C'est un compte TikTok qui a 500 000 abonnés, 550 000 abonnés. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, tiens-toi, accroche-toi bien. Hem, Ils font un petit liquide, que tu apposes sur ta langue, à travers une petite pipette. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, je ne sais pas c'est quoi le nom technique, de ce genre d'objet. En gros, c'est un liquide que tu mets sur ta langue, tu donnes une forte inspiration et en fait, ça va, dilater un peu tes voies respiratoires et ça va te permettre de faire des énormes bouffées d'air et ça va te permettre du coup, pendant quelques minutes, de mieux respirer, de respirer de façon beaucoup plus intense et de inhaler beaucoup plus d'oxygène, ce qui du coup, directement te permet d'avoir une meilleure performance physique. C'est du popper, ce truc ou quoi? C'est quoi ce truc? C'est quelque chose de très, 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 très simple. C'est, des huiles essentielles de menthe. Ah C'est ouais. que ça, c'est du peppermint oil. Ah, ok. Truc qu'on utilise depuis des millénaires, hein. C'est, de l'huile de menthe, en fait. Ce n'est que ça. Et en fait, on a tous utilisé de l'huile de menthe à un moment donné dans notre vie et d'ailleurs dans les, Air Air Fresh, je sais plus trop, c'est des chewing-gums où dedans tu sais, il y a des chewing-gums hyper forts où tu les mets en bouche et genre une fois que tu as commencé à mâcher, tu commences à avoir une bouffée d'air froide. Tu vois de quoi je parle ou pas du Mhm. tout? Mais en fait, c'est la Ouais, même ouais, chose. ouais. C'est juste que là, c'est du concentré. Et vu que c'est concentré, bah, c'est beaucoup plus puissant et ça dure un peu plus longtemps qu'un bête chewing-gum, tu vois? Et du coup, j'ai commencé à regarder toutes leurs vidéos, j'ai commencé à regarder leur site, j'ai commencé à regarder les mauvais commentaires là-dessus. Il y a plein de reviews sur YouTube. Sur TikTok, en fait, c'est que des vidéos où ils vont trouver des mecs ou des meufs, ils leur donnent ça, ils le testent et 2 secondes après, genre la personne est là: «Wouhou!» en mode elle vole un peu sur les nuages. «Putain, j'ai plein d'air qui rentre», ils commencent à rire en mode: «Putain, j'arrive pas, je respire beaucoup trop bien, tu vois? Ça me paraît trop bizarre, j'ai envie de faire un jogging là et ils font ça extrêmement bien sur TikTok, tu vois? Et c'est comme ça que du coup, j'ai creusé, j'ai découvert qu'en fait, c'est de l'huile de menthe. Alors Mhm. je sais pas si on dit huile essentielle ou pas, mais en tout cas, c'est de l'huile de menthe. C'est du concentré de menthe, avec à côté un tout petit peu de,
fruits de la passion, je crois, je suis pas sûr, parce qu'en gros, l'huile de menthe apparemment est très amère et il faut quelque chose de très sucré et du coup derrière, ils rajoutent un concentré de fruits très sucré et ça coûte une blinde, ça coûte 60 $, ça coûte un peu plus de 45 €. Ce qui est énorme et d'ailleurs dans toutes les vidéos reviews et cetera sur YouTube, il y a très souvent des commentaires un peu en mode, un peu comme vous trouverez toujours quand vous lancerez ce genre de direct to consumer. Il y aura toujours quelqu'un qui vous dira: «Ah mais oui, mais pour, 10 fois le prix, c'est facile de faire des marges. Vous savez que pour un dixième de ce que vous payez là, vous pouvez le faire vous-même en achetant, 3 produits sur Amazon, un peu d'eau et vous faites votre propre, hustle drops», tu vois? Mais ça, c'est vous aurez toujours ce genre de choses et du coup, tu as même une vidéo YouTube où c'est assez intéressant parce que tu as quelqu'un qui a bossé dans l'industrie des fragrances, qui, décrit exactement, en fait, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est quoi les différents types d'huile et alors ça a été une source d'information, mais incroyable. En gros, il t'explique les différents types de menthe qui existent dans le monde. Il Mmh. t'explique en fonction des différents types de menthe, lesquels sont les plus, les plus, lesquels t'aident le mieux à respirer et du coup, il t'explique, dans quoi en général on utilise ce type de menthe et il t'explique aussi qu'en fait, il suffit juste d'en acheter sur Amazon et il suffit de mélanger avec de l'eau distillée et de rajouter un tout petit peu de sucre ou quelque chose, une autre huile, un peu plus sucrée, et voilà quoi, tu vois? Hem et vous enfin, c'est juste, c'est encore une fois un exemple et la boîte a l'air de cartonner. Ils ont été sold out assez vite grâce à TikTok apparemment la majorité de leur acquisition vient sur TikTok. Ils ont été sold out assez vite, et là, ils sont en rupture de stock jusqu'à fin août. Donc en gros, il y a une waiting list sur leur site qui est pas ouf leur site, mais c'est pas grave Oui, parce minimum. que c'est pas là-dessus qu'ils vendent. Enfin si, c'est là qu'ils vendent, mais c'est pas de là que les gens viennent et hem et c'est drôle parce que ça, c'est qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Du coup, j'ai essayé de sourcer ce produit. Là, j'ai fait une requête, j'ai contacté 3 agents, et je vais leur demander de me sourcer le produit déjà mélangé. C'est-à-dire pas que de l'huile de menthe, parce qu'en fait, de l'huile de menthe, tu en as plein. Tu peux en trouver partout, du peppermint oil. Genre, tu vas sur Alibaba, tu as des, flacons de peppermint oil à 2 $ quoi, des concentrés à 2 $ mais là, apparemment, ils font mélanger ça avec quelque chose d'un peu sucré pour pas que ce soit trop fort et trop dégueulasse au goût, quoi. Et donc j'ai essayé de demander juste pour que des gens me le sourcent et qu'ils me donnent un peu ce serait quoi le prix à l'achat, tu vois? Mmh. Mais c'est déconné qu'ils arrivent à vendre ça 60 $ quoi. Je je mets facilement, je pense qu'ils font facilement, un fois 10 sur le produit parce que c'est rien, c'est que Oui. Une dalle. fois de plus, c'est l'emballage qui coûte le plus cher, à mon avis. Ouais, à mon avis. En plus, il est stylé, tu vois qu'il a été un tout petit peu bossé, quoi. Mais je pense que la livraison, l'emballage coûte plus cher que le produit, quoi. C'est clairement. Et d'ailleurs, je pense que je t'en ai parlé dans un des épisodes, que l'industrie des huiles essentielles et des parfums, c'est une des industries qui a le plus de marge, et que le flacon, en général, coûte plus cher que ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on a un exemple type. J'ai regardé s'il y a quelque chose en Europe, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé sur beaucoup de forums de musculation, de sport en général, de joggeurs, que des gens vraiment disaient: «Bah, prenez un chewing-gum à la menthe pendant que vous courez ou mettez-vous, quelques gouttes d'extrait de menthe, sur la langue avant d'aller courir. Vous allez voir que vous aurez des facilités à la respiration pendant que vous ferez vos foulées». Donc apparemment, c'est un vrai truc. Je sais aussi que, Hustle Drops liste des papers scientifiques qui expliquent un peu les bienfaits de la menthe et de la menthe poivrée, voilà. Pas juste de la menthe, c'est de la menthe poivrée. Hem et bon, je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, donc il y a certainement à creuser là-dessus et à démystifier, mais apparemment, il y a des gens qui utilisent ce genre de choses pour pouvoir, avoir une respiration plus accrue et plus dégagée pendant qu'ils font un effort physique. C'est très drôle, c'est typiquement je me suis dit: «Ça, c'est» tu vois, tu es un petit hustler, tu aimes bien faire du e-commerce, tu es pas trop dégueu en branding, tu vois? Ça enfin, c'est pour moi, ça doit être un jeu d'enfant de faire ce genre de truc, tu vois? De sourcer le produit, tu prends des trucs standards, tu mélanges des huiles essentielles entre elles C'est pas et volumineux, donc c'est-à-dire ouais. que tu peux tout commencer à partir de ton salon. Ouais et tu t'enchaînes toutes les salles de sport de ta région
Tu sais, tu fais un petit stand, tu offres des huiles aux meilleurs adhérents, tu donnes des échantillons gratuits, à l'accueil. Enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. Sur TikTok, du coup, tu peux t'amuser à faire plein de choses sur TikTok. Tu vois, j'ai, mmh donc ce qu'il fait, c'est que littéralement, il donne le flacon à quelqu'un, ce quelqu'un le teste et il fait: «Ouh, incroyable et tout», tu vois? Le truc, c'est que je pense qu'il pourrait dégager, enfin, aller un peu plus loin sur les montages et par exemple, à un moment donné, je vois qu'il y a un basketteur et il lui donne, l'huile, tu vois? Le mec le prend, il fait: «Putain, incroyable, je pourrais faire un dunk, easy», tu vois? Là, en mode, tu sais, mais genre le mec qui bouge pas, tu vois? Je pense qu'il devrait faire un petit montage où en gros, le mec juste après, il te fait une action dans le match de ouf, tu vois? Et qui gueule le nom de la marque. Enfin, il y a moyen de faire plein de montages comme ça sur TikTok, incroyable, super bien. Et ils le poussent pas le délire alors qu'ils ont un demi-million d'abonnés, quoi. Donc, c'est qu'ils pourraient le pousser un peu, tu vois, le délire. Mais voilà. Typiquement, c'est genre de direct to consumer intéressant. Après, c'est pas, je dirais, c'est très facile d'être copié, je pense. Ça doit pas c'est pas Tu pas une recette magique incroyable. Après, si tu arrives à avoir des canaux de distribution solides, un branding très fort et que tu arrives assez vite à closer des influenceurs, ce genre de choses, je pense que tu peux très vite faire, pas mal d'argent avec ce genre de direct to consumer, quoi. Après, c'est avoir la step dessus, c'est, comment tu élargis la gamme, parce qu'à un moment donné, il va falloir agrandir la gamme. Mais peut-être que ça, c'est un produit d'entrée qui te permet après de vendre des choses moins, funky, du matériel de sport ou autre, mais qui pénètre chez l'utilisateur grâce au fait que tu as réussi à rentrer avec un seul drops. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme Onit avait fait, Mmh. c'est-à-dire qu'Onit, ils vendent, plein de matériel de sport. Ils vendent, des kettlebells en forme de Mmh. singe, enfin, ils vendent plein de trucs comme ça. C'est pas du tout donné et apparemment ils en vendent beaucoup. Je sais pas qu'est-ce que ça représente dans leur CA annuel, tu vois? Mais ils sont rentrés par un produit phare qui était je pense que tu Alpha m'en as Brain. parlé, voilà, qui était Alpha Brain. Alpha Brain, c'était le truc phare, le produit phare qui a permis de pénétrer le marché et après, une fois que tu es chez les gens, bah là, tu peux les upsell, les cross-sell avec d'autres produits, quoi. Beh, je pense que ce produit-là pourrait être aussi un produit de pénétration de marché, tu vois? Tout à Mais, fait juste. J'ai regardé, mais ils voilà. ont quasiment 200 000 visites par mois. 40% des visites viennent des États-Unis, 15% du Canada, euh, 5% d'Australie et le reste est un peu dispersé dans le monde. Beaucoup, il y a 5% du trafic qui vient d'Allemagne, mais zéro vient de France, de Belgique, d'Angleterre. Mmh, mmh mh. Du coup, alors, Je sais même des pas s'ils États-Unis livrent en pareil. Europe, pour être honnête, tu vois? Donc, Non, je probablement pense même pas. pas. Mais ce qui veut dire que, ouais, ça me paraît obvious. Si t'as pas trouvé de concurrent en plus Ouais. sur le marché européen, ça veut dire qu'il y a moyen de faire un truc rapidos comme ça, propre, avec un beau site web, la même technique de distribution, c'est-à-dire TikTok plus pourquoi pas du local comme tu suggérais, aller dans les salles de sport, etc. Mais ouais, c'est pas mal sur de petits produits. Est-ce que tu l'achèterais pour toi? Ouais, juste pour tester, pas pour le sport. Là, tu vois, par exemple, bah, j'ai essayé de l'acheter, mais je pense que j'ai été bloqué. En fait, le checkout n'a pas fonctionné. Après, j'ai été regarder des infos de shipping et j'ai pas vu s'il livrait, enfin, il y a pas d'information comme quoi il livre en Europe, donc je pense qu'il livre pas. Mais pour tester, je l'aurais acheté. Après, peut-être pas à ce prix-là, pour être tout à fait honnête. 60 $, je trouve que c'est un peu déconné. Mais tu vois, en 30 $, je l'aurais acheté, quoi. 60 $, c'était un peu beaucoup, même si j'étais avec ma CB prêt à l'acheter, quoi. Hmm. Donc après, j'étais prêt avec ma CB, prêt à l'acheter pour être tout à fait honnête, parce que j'ai eu un délire, qui a duré 15 minutes. Je me suis dit: «Putain, vas-y, je vais faire la même chose, mais il faut que je commande leur produit pour le tester et le faire tester à genre, tu vois, une pharmacienne et qu'elle me dise: «Bah, en fait, tu peux faire la même chose avec une combinaison de ça et de ça». Donc en gros, j'ai eu un flash, je me suis dit: «Putain, je vais faire la même chose, vas-y, je commande vite le produit pour le tester et pouvoir, bah, le copier quoi, vraiment, le copier exactement le même et puis je me suis rendu compte que je pouvais pas commander quoi. Hem, mais ouais, c'est drôle, c'est drôle, c'est Ça drôle. t'arrive encore souvent, toi? Moi, ça m'arrive une fois par jour, ce petit Ouais, mais délire qui j'essaye de dure pas. 10 minutes de «Ah putain, mais oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais faire de la thune rapidement avec ça». Et Ouais, j'y suis de plus en plus résistant. Je développe un ouais, muscle de résistance par rapport à ça. ouais, non, mais c'est ça se tasse vite, hem, ça se tasse vite pour être honnête, mais là, pour le coup, j'étais prêt à acheter, tu vois?
Et au pire, certainement, 10 minutes après, après l'achat, j'aurais dit: «Non, mais en gros, tu pars dans un délire», mais je l'aurais quand même testé pour le coup, tu vois? Mmh. En plus, j'ai des problèmes de respiration pour le moment, j'ai repris de l'asthme. Je refais de l'asthme, donc j'ai du matos, les puffs et genre de trucs, la Ventoline, et tous ceux qui connaissent un peu, l'asthme savent, ce qu'il faut prendre, et ça, je pense que ça pourrait vraiment m'aider, en fait, tu vois? Je pense que qui sait? Je me souviens quand Bah, j'étais petit, je écoute, mettais des gouttes de peppermint dans mes mouchoirs, quoi, tu vois? Parce que j'avais des problèmes de respiration, et ça me permettait de dégager, mes voix plus facilement, donc je me dis, c'est ouf parce que tu sais, moi, la menthe poivrée, c'est quelque chose que ma mère me donne que ma mère me donnait quand j'avais mal à la tête. ouais, Tu mets des gouttes, une goutte sur chaque tempe et tu masses un petit peu et mec, t'as l'impression que ta peau est perforée, quoi. ouais. C'est hyper violent comme truc. Mmh mh, mmh, Et mmh oui, ils disent mettez-le-vous dans la bouche. Ok, d'accord, on verra. Si vous faites un test là-dessus, l'équipe, dites-nous ce que ça donne. Sinon, c'est Jelly qui va le lancer. Euh, Bah écoute, moi j'enchaîne vite fait avec. Vas-y. On avait parlé de Wim Hof dans un des épisodes. Je sais que tu sais déjà de quoi je vais parler. Enfin, tu vas vite Ah non, comprendre. Si tu regardes pour le toujours les coup, vidéos de là, Noah j'ai pas. Kagan. Oui, Donc oui, oui, incroyable, oui. incroyable, incroyable. Ouais, non, mais Du j'étais, coup, shocked. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Noah Kagan a interviewé dans une de ses vidéos deux entrepreneurs qui, franchement, cassent pas trois pattes à un canard. Tu vois bien dans l'interview qu'ils savent pas ce que c'est le SEO. Ils ont externalisé la majorité, à mon avis, de leur marketing, ce qui est le plus important pourtant. Tu vois bien que c'est pas des mecs qui ont. Bref, en gros, c'est des mecs qui avaient des centres de, de caissons d'isolation. Vous voyez, c'est les trucs où tu te mets dans le noir, tu es dans un bain d'eau salée et dans l'obscurité la plus complète, tu commences à imaginer que tu flottes réellement. Le Covid a fait fermer leur business. Ils ont, entre guillemets, tout perdu. En tout cas, ils ont pas pu continuer à faire leur centre, à faire tourner leur centre et gagner de l'argent avec ça. Du coup, ils se sont rassemblés. Ils ont dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ils ont notice, donc ils ont remarqué la tendance Wim Hof qui est quand même est très obvious depuis plusieurs années. Moi, j'avais déjà eu envie de créer des produits par-dessus Wim Hof. J'avais commencé même le sourcing sur Alibaba de ce que eux ont réellement fait derrière, c'est-à-dire ils ont créé des bains euh, faits pour accueillir les gens, des bains d'eau froide en fait. Donc en gros, ils ont créé des caissons sur mesure, entre guillemets sur mesure, qui sont destinés 100% à faire vivre l'expérience qui, je le rappelle, de Wim Hof, qui consiste à se plonger dans l'eau froide avec des glaçons si possible pendant X temps en faisant de la respiration contrôlée intense. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont fait au cours des 12 derniers mois 3,5 millions, pardon, milliards quand même pas, 3,5 millions de chiffre d'affaires, et qu'au cours des derniers mois, ils ont atteint les 500 000 dollars de chiffre d'affaires. Leur petit bain se vend 5 000 dollars quasiment, un peu moins de 5 000 dollars. Et du coup, je me suis dit, mais fuck, François, c'est dans ta liste d'idées, tu vois, parce que bien sûr que oui, comme tous les gros paumés de cette planète, j'ai une liste d'idées avec 50 idées dessus, où je note tout ce qui me passe par la tête, et au fur et à mesure du temps, je les élague, genre, il y en a que je vis, il y en a que je garde. Ce fameux bain à la Wim Hof, elle est là depuis longtemps. Et donc, j'avais déjà commencé le sourcing, et du coup, j'ai vite fait, avant ce podcast-ci, recommencer le sourcing sur Alibaba pour voir concrètement si c'est facile de trouver. Et j'ai trouvé exactement leur petit bain. Alors, à noter quand même que eux, ils ont ajouté un système de filtration et un système de refroidissement de l'eau intégré dans le bain, qui n'avait pas l'air d'être présent sur l'espèce de bain tel quel que j'ai trouvé sur Alibaba. Mais le bain sur Alibaba, à l'unité, il se vendait 300 dollars. Donc, c'est-à-dire que si on achète 100 ou 1000, tu les as, à mon avis, à 100 dollars. Et puis ensuite, pour le truc de filtre et refroidissement intégré, ça, je ne sais pas comment ça se passe, j'ai pas poussé, mais probablement que ce n'est pas eux qui le font. En tout cas, en ayant observé les deux entrepreneurs, et c'est peut-être, une fois de plus, j'ai peur de jouer le bas de karma en disant ça, mais je ne pense pas que c'est le genre de mec qui va créer une usine pour faire des bains sur un bain avec un copyright, etc. Donc, à mon avis, comme leur marketing, ils ont dû probablement tout outsourcer à des usines à l'international pour ensuite juste faire de la distribution, eux. Donc voilà, je trouvais ça extraordinaire de se dire que euh, des petits business comme ça, basés sur une tendance en pleine croissance, quasiment sociétale, ça reste toujours un bon bet. Hein. Et ça paraît toujours obvious a posteriori. Genre, tu dis, mais oui, forcément.
Et je comprends. Et d'ailleurs, la question que je m'étais posée à l'époque, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Wim Hof ne fait pas lui-même ses propres bains? Pourquoi est-ce qu'il ne les vend pas, tu vois? Probablement que c'est un problème de compétence en interne, qu'il n'a pas accès à la ressource capable de créer ce bain et de le vendre, et que ça doit être un défocus pour lui. Et du coup, il y a des gens qui ont surfé sur la tendance à sa place, et ça a l'air de super bien fonctionner. Je sais pas si tu avais vu l'interview ou pas. Tu parles d'une interview avec Noah Kagan? Ouais. Ouais, ouais, si, si, je l'ai By the vu. way, ça s'appelle thecoldplunge.com. Ouais. Si, je l'avais vu. Et alors, plusieurs choses. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air incroyables sur plusieurs points. Après, il y a encore une réalité, c'est qu'ils exécutent. Et ça, c'est encore une fois, c'est de l'exécution. L'exemple phare, c'est que l'exécution prévaut tout. Et tu peux être très mauvais, enfin, pas être mauvais, mais sembler ne pas être exceptionnel. Ce qui compte, c'est que tu exécutes et que tu bourrines, que tu bourrines, que tu bourrines. Et à un moment donné, ça va rentrer, quoi, ça passe. Une fois que tu répètes les choses, à un moment donné, ça passe. Et si tu baisses pas les bras et que tu apprends vite, même si tu démarres de zéro, tu vas t'en sortir. Ce qui est cool, c'est qu'ils avaient déjà quand même un fameux réseau avant. Les deux fondateurs à la base, ils n'étaient pas ensemble. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui faisait le prototype. Il s'est maqué avec un mec qui, lui, avait un réseau de stations comme ça. Et du coup, il a utilisé son audience. Et moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est que, en tout cas, leur technique pour avoir des influenceurs était top. Parce qu'en gros, leur plus gros Ouais, succès. ouais, c'est pas une technique, ils ont été démarchés, ils ont Ouais, mais ils l'ont offert bien les fait. bains à des influenceurs. Ouais. Mais ils l'ont super bien fait. Et tu vois, ils ont réussi à avoir Tony Hawk, ils ont réussi à avoir Joe Rogan, je pense. Ils ont réussi à avoir Audrey Marcus. Mhm. Tu vois, c'est pas juste les contacts et ils te disent ouais, c'est bon, envoie-le-moi. Tu vois, alors Audrey Marcus, pour le coup, c'était le cas. Mais il y en a d'autres, tu les contactes, ils t'envoient chier ou alors ils te disent non, non, mais je prends ton produit que si tu me payes. Bah, ils ont réussi à chaque fois à rentrer chez les gens, leur installer et faire en sorte que ces mecs-là parlent de leurs produits, tu vois. Et ça, c'est bravo à eux. Et ils ont compris que ça, c'était ce qui marchait. Et donc, ils ont double down là-dessus. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la majorité de leurs ventes. C'est en arrivant à convaincre. Et en fait, comme ils expliquent, c'est un peu une toile d'araignée. Vu que l'écosystème de ces mecs-là, il est très petit, c'est-à-dire que tout le monde se connaît. Dès que tu en as trois quatre, tu peux utiliser le levier de ces trois quatre personnes pour leur dire tiens, est-ce que tu peux m'intro à Tony Hawk. Et je pense que ça peut vraiment être un bon fit pour Tony Hawk. Mais c'est mieux si c'est toi qui m'intro à eux. Et les mecs étaient plus que faire ouvert pour le faire parce que bah, le produit au final apparemment il est bon, il n'est pas mauvais. Et donc quand tu as un produit bon, si les gens sont contents, bah, ils sont prêts à t'aider, quoi. Mais ouais, j'avais vu cette vidéo, elle était plutôt cool, elle était plutôt cool. Euh, mais bon, moi j'ai bien aimé, moi j'ai bien aimé. Et pour l'audience, juste quand j'ai dit que le mec avait un réseau à la base de stations de questions d'isolation, etc., patati patata, en fait, comment est-ce qu'il a leverage ça? Il a simplement pris sa mailing list de clients et leur a envoyé: Salut, j'ai un bain qu'on a fait à la maison, est-ce que vous êtes intéressé? C'est comme ça qu'il a eu ses deux premières ventes. Donc, c'est tout con, en fait, hein, tu vois. Oui, il y a de l'exécution, c'est bien, bravo à eux, patati patata, mais c'est réellement tout con. Ce qui a dû être le plus difficile, probablement, c'est de sourcer le bain et d'avoir un truc qui fonctionne réellement. Le reste, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, même si c'est bien joué et que c'est ballsy de leur part, quoi. Surtout aller trouver les influenceurs et réussir à les onboard, etc. Franchement, en effet, Ouais. c'était pas donné d'avance. Mais après, voilà, le business il tourne tout seul, là, apparemment. Je sais pas combien de temps tu peux miser sur ce genre de business. Eux, ils ont l'air de dire que ça va se répandre dans le monde entier, etc. Je sais pas. Euh, je sais pas. Tu sais, ça peut être Là, si. un business local, enfin local, c'est-à-dire États-Unis ou même certaines régions des États-Unis. Et bon, c'est pas. C'est déjà Oh, pas c'est pas mal, hein. grave, Tu sais, hein. t'es pas obligé Ouais. d'être une billion dollar company, hein. Ça peut être une boîte qui te fait payer chacun 150K fin de l'année, c'est pas mal, quoi. Hmm. Surtout pour un truc qui kiffe, quoi. Les deux kiffent ce genre. Ok, t'as un truc à me faire découvrir ou pas? Non, j'ai pas de truc à te faire découvrir. J'ai rien d'autre à te faire découvrir. Je pense que c'était tout ce que j'avais à te dire. S'il y a quelqu'un qui fait un hustle drops ou qui connaît quelqu'un qui a une expertise là-dedans, n'hésitez pas à nous contacter et nous le dire. Mais je serais curieux de savoir si quelqu'un se lance là-dessus, quoi. Et je donnerai des news si jamais mes agents répondent. Je donnerai des Ok. news dans le prochain épisode. Comment t'as trouvé tes agents? Google, agent dropshipping, et une fois que je les ai, je leur dis ce que je veux vendre
et je leur explique, l'idée et pourquoi je veux vendre ça et je leur dis exactement ce que je veux vendre. Donc je leur montre des exemples de compétiteurs. Je montre ce qu'il devrait y avoir dans le produit et puis j'attends qu'eux reviennent vers moi en mode, «Bah, on t'a trouvé ça comme fournisseur, quoi». OK, d'accord. Et du coup, le business model de ces gens-là, c'est qu'après, ils prennent une commission sur les commandes que tu passes chez le fournisseur? Ça Ou tu ça les ça payes dépend upfront? ça dépend. Là, les agents que j'ai pris, c'est pour faire du dropshipping amélioré. Donc ça veut dire, en gros, c'est eux qui gardent le stock, le matos et c'est eux qui apposent la marque sur le matériel et c'est eux qui expédient pour moi et du coup, ils prennent une commission sur le stockage et sur chaque commande qu'ils expédient, quoi, ils prennent une commission dessus. OK, Bah, d'accord. non, non, c'est pas une commission dessus, c'est qu'ils me le disent, bah, pour stocker 500 flacons, ça te coûte 1 000 balles et en plus, pour chaque flacon, dès qu'on l'expédie, tu nous verses, 3 € par exemple, tu vois? Ça nous coûte 3 € de mettre l'autocollant dessus, de faire un beau packaging et de l'envoyer, quoi. OK. Moi, j'avais eu une idée à un moment, j'en discutais avec un des auditeurs de FarmSpot qui était dans le dropshipping amélioré, comme tu dis. Et moi, j'avais déjà eu cette pain-là quand j'étais en Chine et que je devais trouver des usines, et cetera. C'est de trouver des agents de sourcing qui sont, quelque part un peu vetted, upvotés avec une note, une quali et et aussi un score et genre une industrie, une verticale sur laquelle ils sont habitués, dans laquelle ils ont tous les contacts. Et c'est un truc que j'ai pas non plus cherché des années là-dessus, hein, parce que la plupart du temps, tu vas sur Alibaba, tu contactes l'entreprise, tu te mis en contact avec un commercial de l'entreprise et après c'est en fonction de tes performances que tu peux aller vite, que tu peux vite avoir des réponses à tes questions. Au ce moment, tu es pris dans un labyrinthe incroyable d'incompréhension mutuelle avec un agent chinois et c'est très compliqué à ce moment-là. Par contre, il y a des gens dont c'est le métier de te mettre en contact avec les bonnes usines, de t'aider dans le sourcing, de t'aider dans la négociation, etc. Et quand ils font bien ça, ils sont super utiles et en fait, c'est un ROI qui est clair et net. Et du coup, je me suis dit, avec cet auditeur de FarmSpot, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un espèce d'énorme Google Sheet, hein, amélioré sur un beau site web, etc., où on liste tous les agents avec, tu vois, comme sur un Google Sheet avec des colonnes, industrie, je sais pas moi, la moto, industrie, la métallurgie lourde, industrie, les vêtements, etc. Région d'activité, là tu mets la Chine, là tu mets le Portugal, etc. Mais Et en gros, tu fais vraiment un produit web 2.0 basique de chez basique, juste une forme enfin vraiment une sheet d'information, et tu regardes s'il y Sourcify a du t'aide pas trafic. alors Même sur Sify, ça coûte extrêmement cher. ouais, ouais, ouais. Peut-être Euh, une raison de pourquoi il l'a mis si cher, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah pour se faire de l'argent, bien sûr. Et peut-être parce que ça coûte cher derrière pour lui, je sais pas faire quoi, mais lui, il a un bureau, il a une infrastructure, il essaie de vendre un software, etc. Tu vois. Là, c'est vraiment juste en mode, imagine, tu veux trouver des designers, et ben, tu as des designers qui sont spécialisés dans la 2D, dans la 3D, et d'autres dans le, enfin, tu vois, comment on appelle ça encore, les images qui bougent, les GIFs, etc. Mmh. Bref, euh, motion design, etc. C'est ça que je voulais dire. Eh ben, tu pourrais imaginer une sheet ou un site web à la Dribble qui rassemble tous les designers qui font du motion design, d'autres qui font du 2D, etc. Et toi, après, tu peux te sélectionner et contacter les gens qui t'intéressent. Bah, quelque part, peut-être qu'il y a moyen de faire un mini produit d'information vraiment Je pense basique que avec ça. c'est déjà un peu morcelé, c'est-à-dire que tu as des plateformes comme Fiverr, comme tu vois, tu as Ouais, bah, oui, mais est-ce que c'est vraiment enfin, je sais pas si c'est vraiment efficace. Peut-être que j'ai pas encore ressenti assez de pain là-dessus. Mais le gars, en tout cas, le dropshipper à qui je parlais, qui lui était full avec des agents, me disait en mmh, effet, plusieurs fois tu tombes sur des mauvais agents, bah, plusieurs ouais, fois tu tombes sur des gens j'imagine. qui savent absolument pas ce qu'ils te disent et qui en fait improvisent tout au long de la relation professionnelle. Et donc, c'est un vrai sujet d'avoir quelqu'un qui t'aide, surtout quand tu parles avec des Chinois ou des Brésiliens ou des Mexicains, que tu ne parles pas leur langue et que tu n'es pas sur place. Mmh mh, mmh. Avoir un mec sur place qui, en plus, est incentivé à la réussite de ton projet, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Et du coup, le business model tout simple que tu pourrais imaginer, c'est, OK, vous voulez rejoindre la liste et être Mmh, rentrer dans mmh une des mh. catégories, ben, vous payez 50 $ ou 100 $ ou 300 $ chaque Mmh. année pour pouvoir rester sur cette liste qui, elle, est distribuée à tous les sourceurs du monde entier. D'ailleurs, je me souviens, c'était un vieux documentaire, C'est à 8 ou je sais pas quoi, c'était pas C'est à 8 ou je sais plus ce que c'était. C'était, mais genre j'étais petit, tu vois? Genre j'avais, 13-14 ans, tu vois? Et c'était un documentaire, sur une chaîne française, les Français qui essayent de faire fortune en Chine et parmi les interviews, tu avais un agent
français qui habitait en Chine et qui essayait d'être faire l'intermédiaire. Et donc, il expliquait, donc la caméra le suivait pendant des rendez-vous entre des vendeurs français et des fournisseurs chinois, tu vois. Et donc, son métier, c'était de faire l'intermédiaire. Et je me souviens de cette scène, je me souviens toujours de cette scène. Et je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais je sais pas, je me Non, mais c'est souviens des trop quand vas-y. je parle d'agents, souvent. Et d'ailleurs, quand je parle avec les gens, d'agents, ils ont l'impression que c'est. Enfin, je me dis, il y a des gens qui font ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des agents avec différentes langues et c'est leur métier. Et ils sont spécialisés des fois sur certaines industries qui sont complexes, où il y a des particularités très, très, très complexes. Moi, tu vois, pour les produits que je cherche, très souvent, c'est pas des trucs très compliqués. Très souvent, les agents savent exactement quel fournisseur a ça en stock et il y a pas de modification de produit à faire. Parce qu'il y a aussi ces nuances-là à faire. C'est que tu as les agents dropshippers que les dropshippers en général prennent, pardon, c'est des produits déjà existants qu'il faut juste, il faut pas modifier. Après, tu en as certains qui veulent un produit modifié, bah là, du coup, ça devient un peu plus complexe, quoi. Mmh. Là, ça devient un peu plus complexe. Moi, je peux te parler, Toi, par essaie de faire exemple, du simple, quoi. ouais. Et juste pour rebondir sur l'histoire du 7 à 8 et tout ça, en général, ouais, t'imagines un type trop. Enfin, moi, en tout cas, quand on me parlait d'agents de développement commercial sino-européen, tu te disais, waouh, le truc, il était taré. En fait, c'est juste un mec dans son bureau dont le travail, c'est de prendre le plus de commandes possible et ensuite de les sourcer correctement dans les usines de ses potes, en fait. C'est vraiment ça, hein, la base. D'ailleurs, le problème des rétrocommissions est énorme parce qu'en fait, si tu gères pas bien ton agent, etc., lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir voir l'usine, il va lui parler dans une langue que tu comprends pas, il va lui dire, bah, écoutez, voilà ce qu'on va faire, vous allez lui faire payer 3 dollars, moi je vais lui dire que c'est un bon prix, hein, 3 dollars. Derrière, en fait, vous êtes payé concrètement 2 euros, enfin 2,90 $, les 10 centimes en plus par produit, c'est pour ma gueule, tu vois. Et lui, en gros, il gagnerait des deux côtés. Donc, il se fait payer par le type qui lui demande de faire le taf de sourceur, et ensuite par l'usine. Donc, c'est assez répandu. Les problèmes de rétrocommission, on avait même pour les grands acheteurs, dans les grands groupes, etc. Il y a des gros enjeux de rétrocommission. En tout cas, c'était très, 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 très Mm. présent avant les années 2000. Maintenant, c'est peut-être un petit peu moins. Et deuxième chose que je voulais apporter, c'est que moi, dans mon expérience chez Lone Rider, sur certains produits très complexes, avec des systèmes de fermeture, avec des systèmes de double toile d'étanchéité, où il y avait des grosses commandes en jeu, et ben, en tout cas, on passait par un agent. Et c'était pas un bête agent, genre dont le taf, c'était juste de faire le commercial. L'agent, c'était aussi un designer qui réfléchissait concrètement au produit. C'est-à-dire, OK, vous me payez pour qu'on ait un produit qui soit efficacement sourcé, mais vous me payez aussi pour qu'on ait un bon produit qui fonctionne. Et du coup, lui, il était vraiment responsable, ou en tout cas, il devait rendre des comptes sur ces deux parties du projet. Et c'était un super asset, notamment quand tu es dans une usine en Chine. Parce que quand tu arrives dans une usine en Chine et que tu es le blanc-bec avec ces gros sous qui arrivent, je peux te dire qu'on te flaire à des kilomètres à la ronde. Par contre, si Mm. tu arrives avec un Chinois sur place, les mecs ils sont un peu plus sur la défensive, enfin pas sur la défensive, mais ils se disent ok, on peut pas, hein, on va être réglo dès le début, on va voir ce que ça va donner parce que Mm. voilà. Mais intéressant. Je sais Ouais. pas, peut-être que je devrais pousser cette idée-là, mais là il y a tellement de choses aussi. On en parlait juste dans le podcast, il y a trop de projets en cours, trop de choses, il y a rien à faire. Le truc c'est que dès que quelqu'un me parle de sa vie et qu'il me parle de tous ses projets, etc., j'ai envie de dire mais gros, ferme ta gueule, concentre-toi sur un truc, focus, tu vois. Et quand c'est moi qui en parle aux autres, ou quand c'est toi qui en parle aux autres, ou qu'on en parle nous deux, on a tendance à se dire, ouais, bah oui, c'est bon, c'est normal, tu vois, d'avoir 1000 projets à la fois, enfin 2, 3, 4 projets. Ouais, Alors en que tout cas, d'en c'est parler, il n'y a rien c'est- de c'est mal. con. Après, c'est vrai que si tu t'engages sur chacun des projets, là, c'est compliqué, quoi. C'est Juste ça. d'en parler, il n'y a rien de, y a pas de Oui, problème, quoi. oui, oui, non, c'est pas grave. Bon. C'est pas Qu'est-ce qu'on grave. doit dire à nos auditeurs? Je te laisse faire ça. Follow, subscribe, like, faites un commentaire et mettez des étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup. 5 J'ai étoiles. regardé les 5 stats étoiles. récemment. Ouais. 25%, allez, j'arrondis, hein, mais 25% vient de Apple Podcasts, 25% de Spotify et 50% de YouTube. Donc, Ok. grosso modo, c'est un truc qu'il faut qu'on leverage. D'ailleurs, il faut qu'on fasse aussi une intro, outro et qu'on fasse ce putain de fond background zoom. Et voilà. Mais Professionnaliser Apple métier, hein. ouais, c'est ça. On arrive au 41e épisode, hein, là. Donc, Déjà, déjà, déjà. allez, Bon, 41e, je te laisse. C'est le ouais, 41e, oui, celui-ci, oui, ouais. je te laisse. Et on se voit au prochain. Ciao, ciao. Ciao.